Donc voilà, donc le chapitre donc 4, donc la continuité du chapitre 4, on avait terminé on avait terminé le lysosome. Donc on va commencer aujourd'hui donc la partie du système endomembranaire qui concerne la vacuole. Alors si vous vous rappelez donc le Golgi, hein, bien sûr le réticulum, on est toujours dans le flux, hein, donc le réticulum qui va bourgeonner en vésicule de transition, qui va donner le Golgi. Et puis le Golgi va se former au niveau de la phase 6. Puis vous avez une phase médiane, une phase trans et le transgolgien. Alors le transgolgien, il va bourgeonner pour donner les vésicules qui vont être exportées, exocitées, ceux qui vont former constitutifs, qui vont former la membrane, ceux qui vont donner les lysosomes. Donc on a vu qu'il y a le tri, hein, et la ségrégation des molécules au niveau des saccules golgiennes vers la fin pour distribuer donc les glycoprotéines et autres donc dans les destinations, les différentes destinations donc après. Et l'une des destinations, on verra comment, l'une des destinations, c'est la vacuole. Alors, vous savez que la cellule animale possède des petites vacuoles, mais chez la cellule végétale, la vacuole prend une autre notion. Alors, le plan qu'on va suivre, hein, alors ce chapitre de vacuole, je l'ai pris, hein, je l'ai constitué des articles scientifiques. Hein, d'accord? Alors, vous allez trouver de temps en temps, vous allez trouver le lien de l'article. Si vous êtes intéressé, hein, il y a sûrement des étudiants qui sont intéressés par la recherche qui se fait dans certains domaines, et vous pouvez aller au niveau de l'article, le traduire, Google Traduction, et vous pouvez lire en détail ce qui concerne donc cette figure. Alors, nous, on a résumé ici, on va résumer un petit peu certains articles. Alors, la vacuole, hein, on va voir quelles sont les fonctions de la vacuole et quels sont les différents types de vacuoles qu'on peut trouver. Et puis après, les voies, ça veut dire les autoroutes ou les chemins qui mènent vers la vacuole. On va voir d'où se forme, c'est-à-dire le flux qui va du réticulum. Donc, il faut toujours que vous ayez cette vision. Hein, le flux, hein, la flèche qui va vers du réticulum, Golgi et vésicule de sécrétion, vésicule qui se forme, c'est-à-dire lysosome. Il faut toujours avoir on a parlé plusieurs fois de ça, on a fait plusieurs schémas, donc je ne vais pas vous faire refaire le schéma. Réticulum, Golgi et vésicule. Alors on va voir les routes ou les voies de synthèse ou de biosynthèse ou de formation des vacuoles qui amènent vers la vacuole. Et puis on va voir aussi comment elle se renouvelle. Et on va parler du tonoplaste. Alors le tonoplaste, c'est la membrane qui entoure la vacuole. Donc chaque vacuole, elle est entourée par une membrane. Et le terme, la légende, donc le terme tonoplaste, donc indique la membrane de la vacuole. Alors, on va voir les différents processus de transport. Donc, quand on a une cellule, elle possède un organite qui est la vacuole, avec une membrane qu'on appelle le tonoplaste. Et imaginez donc dans votre tête le flux des petites vacuoles ou des vacuoles qui se forment. Ils vont fusionner, donc ils vont aller vers le tonoplaste, c'est-à-dire vers... Donc, il y a un contact entre les vacuoles et les vésicules qui se forment et l'ancienne vacuole qui est en place. Donc, comment se fait donc ce transport vers le tonoplaste, vers la membrane de la vacuole qui existe déjà? Et on va parler de l'autophagie. Donc, on vient juste de terminer le lysosome et on sait que les lysosomes existent pour faire une dégradation, une lyse, soit des éléments qui arrivent de l'extérieur, soit des éléments qui se trouvent à l'intérieur pour faire le nettoyage, pour renouveler les organites, pour éliminer les substances qui arrivent de l'extérieur, c'est-à-dire qui sont en plus pour la sécrétion, etc. Mais on va voir ici donc que la cellule végétale peut faire du nettoyage dans certaines vacuoles autophagiennes. Alors, on va commencer. Voilà. Alors, les fonctions des vacuoles. Alors, je vous ai rajouté cette photo qui est à droite hier, donc pour que vous ayez en tête et en vue, hein, que vous ayez les deux exemples. Alors, quels sont déjà ces vacuoles, hein? Alors, déjà, le mot vacuole veut dire le vide. Hein.
Hein. Le terme vacuole veut dire le vide. Alors, ces vacuoles ont été créées, elles ont été formées à partir, si on peut dire, c'est écrit entre guillemets, à partir du vide. Le vide, c'est du n'importe quoi, c'est rien. Mais en vérité, donc certains articles et certaines recherches ont démontré que la vacuole a un rôle qui est très important, beaucoup plus profond que ce qu'on peut dire. Donc, ce sont donc des compartiments. Là aussi, on est dans une compartimentation qui n'existe pas chez les prokaryotes. Vous avez la cellule, nous avons la cellule animale à gauche et nous avons la cellule végétale à droite. Alors, la cellule animale à gauche, donc vous avez la vision 3D, on peut voir les petites lettres. Vous pouvez rajouter sur votre dessin, pour vous exercer, donc, les légendes. Maintenant, vous savez toutes ces légendes. Donc, vous pouvez rajouter les légendes. Alors, le numéro 10, c'est la vacuole. Le vert clair, c'est la vacuole chez la cellule animale. Alors là, c'est tous des compartiments qui sont indépendants du milieu donc cytosolique. Et à droite, nous avons une observation en microscopie électronique, mais qui a été colorée pour le besoin c'est-à-dire Photoshop, si on peut dire, donc pour le besoin de l'explication. Alors, ici, on voit en vert, ça a été coloré après les chloroplastes. D'accord? Et nous avons le noyau avec le nucléos, un gros nucléole, et nous avons une grande vacuole. Bien sûr, nous reconnaissons cette cellule par la paroi squelettique. Nous avons ici une paroi squelettique. Voilà, nous avons une paroi squelettique, elle est là. Puis les mitochondries, les chloroplastes, et ici, vous avez vu là, la taille de la vacuole au niveau de la cellule végétale. Alors, les gens qui ont fait le TP hier, donc ont vu donc, par la manipulation au microscope optique, donc, comment on a pu mettre en évidence la vacuole qui peut occuper, donc chez l'oignon, la cellule de l'oignon, l'épiderme d'oignon, donc elle occupe une plus grande place. Alors ici, vous avez donc l'une des caractéristiques, donc l'une des différences entre les deux cellules, c'est la taille de la vacuole. S'il y a plusieurs petites vacuoles, bien sûr, dans cette cellule animale, donc vous avez seulement des représentations succinctes. Bien sûr, il y a plusieurs mitochondries, il y a plusieurs petites vacuoles, etc. etc. Bon, les lysosomes, etc. Alors, on a dit donc, ce sont des compartiments qui sont remplis de liquide, on va voir qu'est-ce que c'est, et entourés d'une membrane qu'on appelle le tonoplaste. Vous avez ici, regardez le mot tono, préfixe tono, qui veut dire tonicité, c'est-à-dire une petite force, une énergie, donc tonicité, elle va donner, si on peut dire, du maintien aux cellules, chez les cellules végétales. Alors, les vacuoles sont donc les vacuoles, on va parler maintenant des plantes, ce sont des compartiments qui ne sont pas là seulement pour faire, pour vous donner du volume et de la tonicité, pour que la cellule soit bien turgescente et donc bien dans son volume. Donc, ça donne du volume. Mais en vérité, ils ont plusieurs fonctions, d'autres fonctions. Donc, ce sont des endroits où sont stockées les protéines. On verra tout à l'heure comment sont acheminées les protéines du réticulum vers du RE, vers l'appareil de Golgi, puis vers les vacuoles. Comment se fait ce flux des protéines, des acides aminés, des acides organiques, des ions, des sucres et des pigments. Donc les vacuoles, ce sont des endroits, des compartiments de stockage. On va trouver plusieurs types de vacuoles. Ceux qui vont stocker, ceux qui vont faire le rôle, comme le lysosome, ceux qui vont digérer. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on va trouver des hydrolases acides, des protéases, des nucléases, des glycosidases, des lipases, tout ce qui peut dégrader, donc tout ce qui peut dégrader les éléments. Donc elles sont responsables, ce sont des réservoirs, regardez ici, vous sont des réservoirs donc de protons, H+, qui dit proton dit pH, et d'ions, les ions donc d'importance métabolique, très important du point de vue métabolisme. Donc ça veut dire qu'ils vont jouer un rôle dans l'homéostasie ionique. Ça veut dire quoi l'homéostasie? C'est-à-dire un état d'équilibre
pas d'équilibre de concentration. Mais comme vous rappelez-vous, comme le TD numéro 2, quand on a parlé de la pompe à sodium-potassium. Hein? Il faut toujours qu'il y ait une grande concentration à l'intérieur et une petite concentration de potassium à l'extérieur. C'est comme ça, donc c'est l'homéostasie. L'homéostasie, c'est quand il y a donc un maintien de certaines concentrations, hein, donc ioniques, entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, pour vous donner, voilà, donc pour vous donner un aperçu, donc je vous remets la cellule. Rappelez-vous le cas. Le K+ était très concentré à l'intérieur, mais non concentré à l'extérieur. Et contrairement, vous avez le sodium, hein, et à l'intérieur de la cellule, il est très faible. Donc ça, c'est une homéostasie. Donc cet état des concentrations comme ça déséquilibrées est maintenu, hein, dans la cellule. C'est un équilibre normal et constant. La cellule perd, donc son homéostasie sera disons déséquilibrée, hein, quand il y a des problèmes, etc., quand il y a une excitation ou autre. Donc les vacuoles donc, sont responsables du pH, hein, de l'homéostasie ionique, parce que ce sont des réserves de protons, potentiel d'hydrogène, donc, et d'ions d'importance donc métabolique. Alors, ils vont jouer aussi, hein, un rôle de défense, hein, contre les agents pathogènes microbiens et les herbivores. Hein, les herbivores, les insectes qui mangent, d'accord, les plantes. Alors, vous avez par exemple les insectes qui vont manger les feuilles, etc. Vous avez déjà vu des larves, hein, ou d'autres insectes donc, qui mangent, qui se nourrissent et qui attaquent les végétaux. Alors, donc, que fait la plante? Alors, il faut vous dire une chose, que la plante donc, peut se défendre. Elle est immobile, elle ne peut pas bouger. Vous savez que les plantes ne peuvent pas bouger. Et comment ils vont développer leur défense? Ils vont synthétiser, hein, des enzymes, d'autres produits, hein, comme les alcaloïdes ou autres, comme les tanins. Hein. Les tanins, comme donc, je vais vous donner un exemple. Hein. Vous connaissez très bien donc l'écorce du noyer qui donne souak. Alors souak, donc quand vous l'imbibez d'eau, il vous donne donc la plante. Donc c'est ça les tanins. C'est à cause de la présence des tanins. Donc ces tanins, donc quand on tanifie la peau, hein, donc la peau du mouton quand on a sacrifié, on peut donc la traiter et on peut stopper la putréfaction, etc. Donc grâce à la tanification et bien sûr à l'ajout du sel, etc. Alors les plantes vont synthétiser des alcaloïdes, hein, des lactones qui sont amers, des lactones. Ils vont synthétiser des métabolites secondaires, hein, on dit des métabolites secondaires, des produits de défense et des enzymes, d'accord, qui vont donc jouer le rôle donc dans la défense, hein, contre les herbivores et les bactéries et les virus. Hein. Les plantes aussi sont attaquées par les virus et les bactéries, puis les herbivores, les animaux, hein, donc, les insectes. Alors, les vacuoles vont être des réservoirs, hein, réservoirs de tout ça. Hein. Donc, réservoirs des produits phénoliques, des alcaloïdes. Au niveau de la paroi squelettique, on va trouver des tanins donc, qui sont donc emmagasinés, etc., etc. Donc, ça va jouer donc un rôle de défense. Alors, ils vont aussi séquestrer. Ça veut dire quoi séquestrer? Ça veut dire emprisonner. Hein? Donc, c'est comme dans une prison. Donc, ils vont séquestrer, ils vont capter les composés toxiques. D'accord? Ça, c'est un rôle des vacuoles. Et en dernier, ils seront responsables, hein, de la pigmentation. D'accord? Ils vont contenir des anthocyanes, hein, c'est un groupe de molécules donc polyphénoliques, hein, qui vont donner donc de la couleur. Vous avez déjà vu les pétales, etc., donc des fleurs, etc. Donc
et vous avez des végétaux qui sont colorés, d'accord? Donc les pétales qui sont soit roses, soit donc jaunes, soit etc. blanches, soit etc. Donc toutes ces couleurs, c'est dû à des composés phénoliques, hein, anthocyaniniques, et ils sont donc emmagasinés dans les vacuoles. Alors, si on peut dire ici, donc, cette phrase-là, donc, je l'ai tirée d'un article, hein, donc, on dit que les plantes utilisent les vacuoles pour produire des cellules, hein, des cellules grandes, à peu de frais, c'est-à-dire sans dépenser beaucoup d'énergie. C'est-à-dire, imaginez que vous avez donc une cellule qui est formée. Hein, donc, ici, vous avez le mot grande cellule. Alors, quand vous mettez une vacuole à l'intérieur, par exemple ici, vous avez une cellule donc, de grande taille et une cellule de petite taille. S'il n'y avait pas les vacuoles, hein, les plantes vont fabriquer, par exemple, vont dépenser beaucoup d'énergie pour donner cette taille. Imaginez qu'il n'y a pas de vacuole. Donc, ils vont produire du cytoplasme, etc., de la paroi squelettique, etc. Mais elles peuvent aussi fabriquer de petites cellules, hein, mais hein, elles vont, par la présence de la vacuole qui est remplie de beaucoup de liquide, hein, ils vont donner, donc on a une photo qui explique ça, ils vont donner donc une extension de la taille à peu de frais, sans trop dépenser d'énergie. Hein, donc les plantes utilisent les vacuoles pour produire des cellules grandes, hein, sans trop dépenser d'énergie. Donc, comment elles vont faire? Elles vont remplir donc ces volumes dans la cellule, hein, avec un contenu dans la vacuole, c'est-à-dire de l'eau, des sels minéraux, etc., sans dépenser beaucoup de, disons, sans frais, donc peu coûteux, ça veut dire qu'ils ne coûtent pas beaucoup en termes d'énergie et d'activité. Alors, les plantes donc, sont capables de réduire le coût, c'est-à-dire le prix, si on peut dire, hein, on dit le coût, le coût de la fabrication de ces structures qui sont expansées, c'est-à-dire qui deviennent beaucoup plus grandes, hein, d'une petite taille à une grande taille, telles que, par exemple, les feuilles. Hein. Les feuilles, c'est en vérité quoi? Donc, les plantes peuvent former beaucoup de feuilles, hein, qui sont en vérité des capteurs solaires. D'accord? Ce sont des capteurs solaires. Alors, regardez ici, vous avez deux photos. Alors, j'ai enlevé le mot anglais qui était dans la partie, c'est Tugor, etc. Donc, c'est la pression de turgescence. Hein. D'accord? La pression, le terme que vous avez ici, ceux qui ont téléchargé, donc, c'est la pression de turgescence. Alors, quand vous mettez, par exemple, quand vous mettez ici dans cette photo numéro B, vous avez ici des cellules qui sont petites. Hein. Donc, le vert, c'est... Hein, vous avez ici les termes. Hein. Donc, vous avez le cytoplasme qui est le beige. Hein. Ça, c'est le cytoplasme. Hein, vous avez ici, regardez le cytoplasme. D'accord? Et en bleu, nous avons la vacuole. Et en blanc, nous avons la paroi squelettique. Hein. Je vais entourer une cellule. Hein. Voilà, je vais entourer une cellule. Voilà, une cellule, la paroi squelettique d'une cellule. Puis après, je vais changer de couleur pour hein, entourer la vacuole. Voilà, le vert, j'ai entouré la vacuole. Alors, cette vacuole, les cellules, regardez le tissu, il est pas très développé. Hein. Alors si on remplit les vacuoles de liquide, hein, et ici, on peut dire que ce sont des cellules qui sont plasmolysées, sont donc un petit peu vides. Hein, les vacuoles sont un petit peu vides. Si vous remplissez donc ces vacuoles de liquide, hein, on a gonflé, regardez, on a gonflé les vacuoles, donc les cellules vont devenir beaucoup plus grandes et vont exercer une pression. Hein, les cellules ici sont turgescentes. Hein, les cellules ici sont turgescentes. D'accord? Et ici, elles sont plasmolysées. Donc, cela va donner donc une expansion, hein, de l'organe. Alors, l'eau sera aspirée par les vacuoles et va donner une pression de turgescence. Il va pousser sur les parois squelettiques,
ce qui va dilater la paroi squelettique, la paroi cellulaire primaire, et va créer des structures rigides en liaison avec les parois. Donc, vous pouvez imaginer, donc, vous avez, donc, par exemple, un ballon, et quand vous le gonflez beaucoup, donc, il va exercer une pression, s'il est dans un carton, il va exercer une pression sur la paroi. Alors, il y a deux types de vacuoles. Donc, il y a de grandes vacuoles qu'on appelle les vacuoles de stockage, qui seront représentées ici par le terme V1, vacuole 1, et les toutes petites vacuoles sont en vérité les équivalents des lysosomes. Ils sont autophagiques. D'accord? Ils peuvent être impliqués aussi dans la mort cellulaire programmée. Vous savez qu'une cellule, à un certain moment de sa vie, donc à la fin de sa vie, donc elle va, si on peut dire, elle va se suicider, si on peut dire. Elle va programmer, donc c'est une programmation de la mort. D'accord? Alors, ces petites vacuoles, autophagiques, peuvent être impliquées dans la mort cellulaire programmée. D'accord? L'autophagie, c'est l'une des... La cellule, des fois, quand elle... Donc, la programmation, donc dans son programme, elle va lancer la mort cellulaire. Donc, elle va commencer à, si on peut dire, se manger. Donc, à l'autophagie. Alors, ces petites vacuoles V2 peuvent être impliquées dans cette mort cellulaire programmée. Alors ici, vous avez une photo réelle donc, que j'ai pris de cet article, Biochemistry and Molecular Biology of Plant. Donc, vous pouvez aller vers cet éditeur et retrouver donc cette image. Alors, les grandes, les V1, donc je vais entourer une grande vacuole, voilà, une deuxième. Les grandes vacuoles, ce sont des vacuoles de stockage. Alors que les petites vacuoles, ce sont des vacuoles, donc celles qui sont blanches, voilà, je les ai entourées, ce sont des vacuoles lithiques. D'accord? Donc, deux types de vacuoles selon la taille. Alors, quels sont les chemins? Donc, comment se forment les vacuoles? Alors, chez tous les eucaryotes, le mécanisme, alors il faut vous dire une chose, il y a plusieurs recherches qui sont en train d'être faites. Et à chaque fois, il y a du renouvellement, il y a des ajouts, il y a des enlèvements, etc. Alors, si je vous ai mis le mécanisme le mieux décrit, c'est-à-dire qu'il y a toujours un remue-ménage, un remue, donc il y a du mouvement dans la recherche concernant les voies de synthèse de plusieurs organites, etc., et de certaines protéines, etc. Alors, le mécanisme le mieux décrit, c'est-à-dire qu'il y a d'autres qui ne sont pas très, très bien écrits. Le mieux décrit, c'est la sortie du réticulum endoplasmique, passage par des vésicules qui sont revêtues d'un complexe. Alors, rappelez-vous le manteau des vésicules qu'on a déjà vu, la clatrine. Ici, vous avez un autre complexe qu'on appelle le COP2. D'accord? Alors, le mieux décrit, c'est la sortie du réticulum, c'est-à-dire bourgeonnement du réticulum, et formation de vésicules qui sont recouvertes par un complexe protéique d'enveloppe, c'est-à-dire qui va envelopper ces vésicules. On l'appelle le COP2. D'accord? Alors, la vacuole ici, en plus de la membrane plasmique, ce sont les deux autoroutes, la vacuole, elle reste dans la cellule. Mais vous avez aussi la route qui donne la membrane plasmique, la constitution de la membrane plasmique, les vacuoles constitutives. Donc, soit vous avez les vésicules constitutives, vous avez l'autoroute vacuole et vous avez aussi l'autoroute membrane plasmique. Il faut imaginer ça dans votre tête, d'accord? Donc, c'est le point le plus distal. Ça veut dire quoi le plus distal? C'est le plus éloigné de la sécrétion. Si on refait le petit schéma, le réticulum endoplasmique, les vésicules de transition, l'appareil de Golgi et les vésicules de sécrétion. Alors là, vous avez les lysosomes, vous avez les vésicules vous avez ici la membrane plasmique, on va mettre membrane plasmique, et nous avons les vacuoles. Nous avons d'autres vésicules. Alors, la vacuole, si c'est des étapes, regardez, c'est 1, 2, 3, 4.
la vacuole plus la membrane, ce sont les plus éloignés. Je vais refaire une autre couleur. Hein. La vacuole ainsi que la membrane plasmique, c'est l'étape la plus éloignée, le plus distal, le plus loin donc, de la voie de sécrétion. D'accord? Alors, d'accord? Et de nombreuses petites vacuoles sont transportées, alors de plusieurs protéines qu'on se trouve dans la vacuole sont transportées du RE à travers, c'est ce qu'on a vu ici, à travers plusieurs compartiments intermédiaires. Donc, on a déjà vu ça dans réticulum, vésicule de transition, plusieurs compartiments du Golgi, le 6, le médian, le trans et le transgolgien. Et après, donc, vous avez bourgeonnement du transgolgien, et etc. Tout ça, on l'a vu dans les chapitres, les derniers chapitres. Alors, cependant, alors là, donc ce cependant, des résultats hein, ont démontré, d'autres résultats ont démontré qu'il y a des autoroutes de transport alternatifs. Rappelez-vous, quand je vous ai dit que le lysosème prenait naissance hein, dans l'appareil de Golgi. Hein, vous avez le tri des hydrolases du lysosome, si vous vous rappelez. Hein, le lysosome, donc, on l'a vu, on l'a terminé. Donc, les enzymes lysosomales sont triées dans le Golgien. Hein, et après, vous avez bourgeonnement. Donc, vous avez la partie, elles sont retenues par le mannose 6-phosphate, qui se trouve dans l'arborisation du sucre de la protéine lysosomale. Et cette partie-là, ce mannose 6-phosphate, il est retenu par le récepteur qui se trouve au niveau de la vésicule, hein, la vésicule qui bourgeonne au niveau du Golgi. D'accord? Mais je vous ai dit à la fin que des fois, le lysosome pouvait prendre naissance à partir d'une partie du réticulum qu'on appelle le GER. C'est une voie, c'est une route alternative. Hein, c'est-à-dire, si on peut dire, une route de secours. Là aussi, vous avez, certaines recherches ont démontré qu'il y a des voies de secours, des autoroutes de secours. Un chemin de secours, donc alternatif. Quand la voie, c'est-à-dire l'autoroute, la voie, c'est pas la voie saute, c'est la route. Quand le chemin que vous connaissez, il est trop occupé, vous avez une autoroute, d'accord? Une voie, donc alternative, qui va, regardez, depuis le RE vers le tonoplaste, direct, et qui sont indépendants, qui ne vont pas prendre la route du trafic du Golgi et post-Golgi. D'accord? Alors, si on met, nous avons une photo. Et vous avez ici l'extérieur, la membrane plasmique, les vésicules. Alors, ici, c'est la voie normale. La voie normale. D'accord? Mais vous avez aussi une alternative qui va court-circuiter. Ça, c'est la voie alternative. La voie de secours. Alors, on va effacer ça. Alors, en plus, on vous dit que le mécanisme de transport des pompes à protons de la vacuole, parce que on avait dit que la vacuole était responsable du pH. Elle va faire, si on dessine une vacuole ici, la membrane va posséder, dans la mosaïque fluide du tonoplaste, va posséder des pompes à protons spéciales. Alors, le mécanisme de transport des pompes à protons, il remet en cause le modèle actuel de biogénèse des vacuoles. D'accord? Et indique que le réticulum est la principale source membranaire de la biogénèse du compartiment lytique de la plante. D'accord? Donc, quand on regarde le chemin par où sont synthétisés les protons, les pompes à protons, donc cela maintient cette autoroute alternative qui donne, parce que ces pompes à protons, ces protéines, ces pompes à protons, rappelez-vous, il y a la pompe à sodium-potassium, plusieurs pompes, la pompe à chlore au niveau des mosaïques fluides. Ici, nous avons une pompe à protons
hein, qui va donc permettre le passage, le transport actif des H+, hein. Donc, elle est synthétisée, donc elle prend cette autoroute alternative. Alors, nous avons cette photo, donc. Alors, au niveau de la partie supérieure, hein, je vais entourer puis effacer. Vous avez, regardez ici, la voie que vous connaissez, c'est-à-dire l'autoroute que vous connaissez, c'est-à-dire réticulum endoplasmique. Hein, donc, puis après, regardez la COP2, c'est-à-dire le manteau. Hein, vous avez le manteau, hein, elles sont triées. Rappelez-vous les lysosomes, la même chose ici. Donc, la COP2 qui recouvre les vésicules ici, donc ça bourgeonne, ça fusionne avec le 6 Golgi, etc., etc. Et vous avez, regardez, vous avez la formation des vésicules, hein, de la provacuole, hein, qui va après, voilà, qui va après. Les petits points que vous avez ici, hein, les petits points que vous avez ici, donc, hein, sont plus ou moins sûrs. Ce n'est pas à 100%. D'accord? Mais ceux qui sont, regardez, les traits qui sont comme ça, directs, c'est des chemins qu'on connaît très très bien. D'accord? Et les chemins qui sont en pointillés, la recherche est en cours. Elle a trouvé que c'est peut-être ça, mais elle est en cours. Donc ici, regardez, vous avez, ça c'est sûr. Et hop, à ce niveau-là, il y a une rupture. D'accord? Ce qui est sûr, c'est ce que je suis en train de mettre. D'accord? En rouge, tout ce qui est plein. Alors, je vais effacer. D'accord? Je vais remettre. Alors là, c'est le chemin. Voilà. Etc. Puis, etc. Regardez, donc, il y a développement de la provacuole qui va donner une vacuole. Donc, ça, c'est... Puis après, vous avez aussi fusion avec la vacuole, le tonoplaste. Ici, là, c'est le tonoplaste. Le tonoplaste, c'est la membrane de la vacuole qui est déjà là, qui existe déjà. Alors, le chemin alternatif, c'est ce que je vais vous dessiner. Voilà, c'est ce que je vais vous dessiner ici. Alors, regardez, je vais entourer ici. Donc, vous avez le réticulum qui va développer, donc ça grandit, hop, et il va donner donc une provacuole, hop, qui va fusionner ou encore développer. Donc, alors ici, nous avons donc un article de 2014. Voilà, c'est réticulum endoplasmique. Alors, la signification de ce titre, regardez, ça c'est l'auteur. Réticulum endoplasmique et vacuole, never been closer, c'est-à-dire tout proche. Donc, ils sont beaucoup plus proches. Donc, réticulum et vacuole. Dans cet article, on démontre que ce lien alternatif. Ça, c'est les vacuoles lithiques. Alors, l'espèce qui est très bien étudiée, c'est l'espèce Arabidopsis. Alors, comment se fait la délivrance, c'est-à-dire comment sont acheminées les protéines de stockage, comment se fait la délivrance, c'est-à-dire quel est le facteur, donc comment sont envoyées donc les protéines de stockage. Donc, ces protéines sont stockées dans les vacuoles. Alors ici, nous avons les vacuoles avec des protéines qui sont stockées. Vous avez ici la vacuole lithique et ici, vous avez la vacuole autophagienne. Alors, la voie que vous connaissez, véhiculée par le Golgi pour délivrer donc, ce qu'on connaît, donc le stockage. Vous avez ici réticulum, réticulum, etc. Et hop, vous avez donc la voie donc, normale, fusion avec le tonoplaste. À l'intérieur, nous avons des protéines. Alors ici, on peut aussi, donc on vient juste de parler, d'accord, de la voie alternative. Et puis après, nous avons aussi une voie donc, induite par le Golgi. Donc, il y a détachement de certaines vésicules du transgolgien. Vous avez ici, regardé, pour les vacuoles lithiques. Ici, ce sont les vacuoles de stockage, les grandes vacuoles.
D'accord? Ici, nous avons 3 types de vacuoles. Vous avez les vacuoles de stockage, storage, ça veut dire stockage, qui stockent donc les V1. Ici, nous avons les vacuoles lithiques, les V2, et autophagiennes, programmées dans l'autophagie. Alors, donc pour les vacuoles lithiques, vous avez les transgolgiens qui va transférer des protéines. Elles sont triées. Regardez, vous avez donc un tri. Ici, vous avez la clatrine, on la reconnaît, alors que ici, nous avons la COP2. D'accord? Vous avez des vésicules qui sont mantelées. On voit bien que, d'accord? Puis après, ce manteau, il est recyclé, d'accord? Et fusion avec le tonoplasme de la vacuole lithique. Et cela va donner les hydrolases que vous voyez en petit point rouge. Alors bien sûr, ici, on vous donne que les protéines, on vous dit que les protéines donc, sont transférées dans un compartiment prévacuolaire. C'est ce que vous avez ici. Elles sont stockées dans un compartiment qui n'est pas encore actif. Il ne va pas encore commencer la digestion. Donc, puis après, ça va fusionner avec la vacuole lithique. Donc, il faut toujours mettre en tête que quand vous avez des enzymes ou du matériel qui est fabriqué, donc il est transféré sous forme inactive. Donc, il va être activé après. Alors, dans le troisième cas, on est ici dans le troisième cas, alors les protéines, dans le cas des vésicules autophagiennes, donc c'est-à-dire les vacuoles d'autophagie, donc les corps protéiques sont dérivés des prolamines, d'accord, qui sont dérivés du réticulum endoplasmique, qui sont autophagiés par les vacuoles. Alors vous avez ici le réticulum endoplasmique granulaire qui va donner un corps protéique, donc riche en protéines, et il va fusionner avec la vacuole autophagienne qui va dégrader, les protéases vont dégrader, vont donner les protéines de la vacuole lithique. Ça aussi, donc, vous avez donc cette voie de délivrance des protéines de stockage dans les vacuoles. Alors le tonoplaste, c'est la membrane qui va délimiter les vacuoles et qui va réguler, qui va contrôler, je vais mettre C chapeau, ça c'est mon abréviation personnelle, donc va contrôler le mouvement des ions. Alors si ça contrôle les mouvements des ions, c'est une mosaïque fluide qui va posséder des perméases. Il ne faut jamais perdre de votre tête, de votre esprit, donc cette formation, cette mosaïque fluide, d'accord? Vous avez des protéines, des perméases, etc., des transporteurs au niveau, donc, n'importe quelle membrane donc, cellulaire. On est dans le système endomembranaire. Alors, elle va réguler le mouvement des ions par des transports. Elle va réguler à partir donc, de l'eau, le mouvement de l'eau et des éléments nutritifs nécessaires donc, disons, à la croissance de la plante ou de la cellule, bien sûr, et de la plante. Entre le cytosol et la lumière, là aussi, on est dans un compartiment. Ici, vous avez une lumière. Donc, vacuole, le centre, c'est la lumière, grâce à l'activité des protéines, des transporteurs. Les protéines membranaires, ce sont les transporteurs. La mosaïque fluide, toujours, il faut avoir dans l'esprit qu'on est dans les mosaïques fluides. Alors, l'abondance relative, la richesse en ces types de transporteurs et leur activité, donc respective, et la régulation déterminent la fonction spécifique des vacuoles des plantes. Donc, vous avez donc certaines fonctions spécifiques donc, qui vont déterminer, donc, par exemple, vous avez une plante 1 ou encore une plante 2, deux plantes différentes, totalement différentes. Et dans chaque plante, vous avez plusieurs types d'organes, plusieurs types de cellules. D'accord? Là aussi. Plusieurs. Donc, alors, déjà, les vacuoles des différentes cellules seront différentes. Leur membrane et l'abondance relative des protéines dans chaque type cellulaire, dans chaque vacuole de chaque type cellulaire, sera différente de l'autre. Donc, si elle est différente, l'activité, le type de régulation, vont déterminer certaines fonctions de ces vacuoles. Donc là aussi, c'est des cas particuliers. Alors ici, c'est une photo, on est dans un cytoplasme
Ici, vous avez les chloroplastes. Ici, vous avez la vacuole. Ici, la mitochondrie. Ici, le réticulum, etc. Vous avez les ribosomes. Donc là, on est dans un cytosol. Et on peut voir ici, ça, c'est la vacuole. D'accord? La vacuole. C'est un petit schéma coloré. Ici, c'est le noyau. On le reconnaît avec son nucléole. Ah, il est ouvert. Ah, vous avez ici le nucléole et ici, vous avez le noyau. Alors là, c'est Golgi, pardon. Ça, c'est le Golgi en rouge, hein, l'appareil de Golgi. Et là, vous avez le réticulum endoplasmique. On le reconnaît par les ribosomes qui sont au-dessus. Ah, et ça, vous avez donc les chloroplastes avec à l'intérieur les thylakoïdes, les granulons. Alors, comment se fait l'autophagie, la dégradation? Alors, l'autophagie, c'est une voie, c'est une route de dégradation qui va recycler les matériaux de la cellule, hein, dans certaines conditions de stress ou au cours du développement spécifique. Hein. Alors, dans le lysosome, ça se fait chez les mammifères ou encore dans les vacuoles pour la levure et les plantes. Nous, quand on fait le jeûne, c'est-à-dire saum, donc prolongé, ou des fois quand on ne mange pas, ou quand on est malade, etc., le lysosome va s'occuper, hein, de recycler, de nettoyer, de dégrader les parties de sa cellule qui sont défaillantes. Chez les végétaux, hein, les vacuoles, donc chez les levures et les plantes, hein, donc cette fonction elle est réalisée par les vacuoles. Alors comment se fait donc? Vous avez ici donc le protocole d'autophagie. Alors bien sûr ici nous avons un phagophore. Hein. Phore veut dire un transporteur. Hein. Électrophorèse, transport des électrons. D'accord? Alors ici vous avez phago qui veut dire manger, hein, et phore celui qui transporte ce qui doit être mangé. Alors le cargo c'est l'élément. Hein, ici c'est écrit en anglais. Exprès j'ai laissé en anglais. Hein, ça va. Donc, à un certain moment, vous aurez besoin beaucoup de l'anglais. Hein, donc, ça ne fait pas de mal que je vous laisse de temps en temps des figures, hein, en anglais. Alors, introduction, c'est-à-dire introduction, c'est le même en français. Donc, ici, vous avez l'élément qui sera transporté, cargo, la charge, hein, qui est transportée par le phagophore. Hein. Vous avez ici une vacuole, hein, donc une branche membranaire, un compartiment qui va entourer, qui va séquestrer, qui va emprisonner, voilà, donc enclosure, ça veut dire qu'il va séquestrer, et emprisonner le cargo, l'élément à dégrader. Puis, une fois qu'il se referme, les membranes se referment, vous avez le mot autophagosome. Alors, le mot autophagosome, c'est la grosse vacuole qui va faire de l'autophagie. Alors, juste après, il y a fusion avec le tonoplaste, avec le tonoplaste. Hein, ici, vous avez la vacuole qui est déjà en place. Vous avez ici, regardez, la fusion des deux membranes. Et les membranes sont dégradées. Vous avez vu déjà donc la disparition d'un trait. Et ici, vous avez le corps autophagique. Hein, autophagic body, donc corps autophagique. Et bien sûr, il y a ici des hydrolases, hein, comme le lysosome, qui vont faire de la dégradation. Alors, tout est dégradé, donc ça, c'est l'autophagie. Voilà, on a terminé la vacuole. Maintenant, on va passer à un autre organite qui est qui se trouve dans les cellules animales et végétales, qu'on appelle le peroxysome. Alors, je vais vous dire une chose, hein, ce peroxysome, il est très étudié. Il avait beaucoup d'importance au cours de l'évolution et au cours donc très tôt au cours du temps, hein, donc très tôt dans le temps, hein, et puis après, quand les cellules ont avalé, si on peut dire, hein, ont avalé des bactéries pour donner des mitochondries pour faire de l'ATP, et elles ont avalé aussi d'autres micro-organismes pour faire des chloroplastes. Donc, ce peroxysome a perdu, donc, si on peut dire, un petit peu, il a été délaissé un petit peu. D'accord? Du point de vue fonction dans la cellule. On va voir pourquoi. Alors, peroxysome, hein, c'est une particule, hein,
Alors, il est très étudié. À chaque fois, on dit il provient du réticulum. Des fois, on dit il ne provient pas du réticulum. Il y a beaucoup de recherches. Hein. Donc, personnellement, quand j'étais comme vous en première année, etc., à la fac, il y a longtemps donc, on me disait d'autres mécanismes. Et maintenant, la recherche a démontré autre chose. Hein, d'accord? Alors, le peroxysome, c'est une particule qui contient le peroxyde d'hydrogène. Ça veut dire l'eau oxygénée. D'accord? Vous connaissez tous, vous connaissez l'eau oxygénée. D'accord? Alors, il va produire l'eau oxygénée et il va le dégrader. D'accord? Alors, ce sont des particules qui sont sphériques, qui mesurent 0,1 micromètre jusqu'à 1 micromètre. Alors, je vais vous donner toujours une comparaison avec le globule rouge. D'accord? Le globule rouge mesure 7 micromètres. D'accord? Le globule rouge. D'accord? Alors, ici, nous avons des particules de 0,1 jusqu'à 1 micromètre pour les peroxysomes. Le contenu, l'intérieur de ce peroxysome, il est sous forme de grains. On trouve des petits points. Quand on observe au microscope, il faut faire très attention. Donc, il faut imaginer ça dans votre tête. Donc, granulation des petits grains. D'accord? Et parfois, on peut trouver donc, une formation paracristalline. On a des photos, on va les voir. Il y a un grand polymorphisme. Il y a plusieurs formes selon le type. Du point de vue taille, on a de petites tailles, de grandes tailles, des moyennes, le nombre de peroxysomes par cellule et la composition des peroxysomes. Et ceci est en fonction de l'environnement où se trouve cette cellule. Alors, ce peroxysome, une chose très importante, n'existe pas dans le globule rouge. D'accord? Il existe dans toutes les cellules, animales et végétales, chez les animaux, il n'existe pas chez le globule rouge. Parce que vous savez, le globule rouge, c'est une cellule qui est très perfectionnée. Elle était nucléée parce que toutes les cellules ont pris naissance d'une cellule mère, grand-mère. Et elles se sont multipliées, donné plusieurs types. On a vu ça dans le premier chapitre. Toutes les cellules se sont différenciées les unes des autres pour donner les cellules nerveuses, les cellules... D'accord? Alors, le globule rouge, il a perdu le noyau, il a perdu les organites, il n'a qu'un peu de cytosquelette qui lui permet de passer dans les petits capillaires sanguins, etc. Donc, il mesure 7 micromètres, mais il peut passer dans des capillaires de 5 micromètres, plus petits que lui. Ça veut dire qu'il va se tortiller, il va se plier grâce à l'existence du cytosquelette qu'on a vu. Le cytosquelette qu'on a vu dans le cours du hyaloplasme. Alors ça, c'est entre guillemets, nous ne trouvons pas de peroxysome dans les globules rouges. Alors, ce sont des particules sphériques avec un grand polymorphisme concernant la taille, le nombre, la composition en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Alors, dans cette photo, ici, c'est une cellule végétale. Pourquoi on va dire cellule végétale? Parce qu'il y a le chloroplaste. PL, le plaste. On le reconnaît par les thylakoïdes, ces petites assiettes qu'on va étudier après. Nous avons ici deux mitochondries, MM, et nous avons le PX, le peroxysome. Alors, vous avez vu comment il est collé, il est tout proche des mitochondries. Pourquoi? Parce qu'il y a une communication il y a des éléments qui passent. Voilà, vous avez des communications qui se font entre les organites. Vous avez ici un chloroplaste, vous avez le peroxysome qui est complètement collé. Vous avez vu, il touche complètement le chloroplaste. Et il est très proche d'une mitochondrie. Vous avez toujours ce trio. On verra tout à l'heure comment sont les communications entre ces différentes parties. Alors ici, nous avons le glioxysome. C'est un type de peroxysome qu'on trouve donc, dans les graines en germination, et où se déroule le cycle de glioxylate. On va le voir tout à l'heure. D'accord? Alors, le voilà. Voilà, vous avez ici le G. Donc, glioxylate, c'est un peroxysome.
mais dans les graines en germination. Alors ici, c'est les végétaux, hein, les végétaux, les graines. Alors ici, nous avons une cellule du foie, le kabid, l'hépatocyte, hein, cellule du foie, hein, la cellule hépatique, en microscopie électronique. On voit 3 petits peroxysomes chez le rat. Hein, et vous avez regardé, vous avez un premier, un deuxième, un troisième. On a dit contenu granulaire. Vous avez vu ici, c'est des petites granulations. Et parfois, on peut trouver hein, une région paracristalline. Ça, c'est une enzyme. D'accord? Voilà, alors, ce sont des organites qui sont liés à la membrane, d'accord? Trouvés dans le cytoplasme des cellules eucaryotes. D'accord? Ils contiennent des enzymes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces enzymes? On va retrouver des enzymes, des oxydases, qui vont oxyder les acides gras et les acides aminés. Il arrive de la nutrition. Alors, ils possèdent une seule membrane, ils ne possèdent pas d'ADN et ils ne possèdent pas donc de génome et ils ne possèdent pas de ribosome. Donc, pas de synthèse protéique. Il faut faire attention pour les informations concernant hein, donc pas de synthèse protéique. Mais on a vu, donc vous verrez tout à l'heure, qu'il s'autoréplique. Il va grossir, grossir, grossir et se diviser en deux, comme une levure, pour donner 2 peroxysomes fils. D'accord? Mais où est-ce qu'il trouve ces protéines? Il va les importer, il va les amener, hein? Il va les importer du cytosol. Donc, il y a un mouvement d'importation, de reconnaissance par la membrane du peroxysome et entrée dans la lumière du peroxysome. Alors, ils sont présents chez tous les eucaryotes, hein, animaux et végétaux, mais chez le globule rouge, on avait dit pas d'organites dans le globule rouge. Alors, ils vont contenir des enzymes. Le lysosome contient des hydrolases, mais le peroxysome contient des oxydases et la catalase. On va voir comment. Alors, les enzymes qui font de l'oxydoréduction, ils vont faire la dégradation hein, de certaines réactions métaboliques par des réactions d'oxydation. Alors, des enzymes oxydatives ou oxydatifs, alors on peut dire une enzyme qu'on peut dire un enzyme. Hein? Le champ, il est libre. Vous pouvez écrire un enzyme comme vous pouvez écrire une enzyme. Donc, ce n'est pas spécifié, hein, c'est gardé comme ça. Donc, alors, les enzymes oxydatives, vous avez la catalase qui élimine le H2O2. Voilà, on va voir tout à l'heure le schéma. L'urate oxydase, etc., etc. On va les voir tout à l'heure. Nous avons une oxydase qui va produire bien sûr le H2O2. Hein, pendant l'oxydation des éléments nutritifs, hein, elle va produire l'eau oxygénée. Mais la catalase va décomposer ce H2O2 qui est normalement toxique. Hein, H2O2 toxique pour la cellule. L'eau oxygénée, elle est toxique. D'accord, elle est toxique. Donc, la catalase qui se trouve dans la lumière du peroxysome va décomposer. Comment elle va décomposer? En oxygène et en molécules d'eau, avec de l'eau, va produire de l'eau. Donc, et il va utiliser, donc le peroxysome va utiliser l'oxygène. Donc, s'il utilise l'oxygène, on retrouve un tout petit peu la fonction de la mitochondrie, c'est-à-dire la respiration. Alors la cellule respire, vous aussi vous respirez. Quels sont les éléments qui absorbent l'oxygène? Vous avez la mitochondrie et vous avez le peroxysome. Donc certains articles disent que avec la venue de la mitochondrie, le peroxysome a été légèrement écarté. C'était lui, au cours de l'évolution, c'était lui avant l'arrivée de la mitochondrie dans les cellules. Donc, c'était lui qui était le chef de la respiration. D'accord? Alors, il a été rendu, regardez, il a été rendu obsolète. Ça veut dire quoi, obsolète?
Des fois, quand vous travaillez sur l'ordinateur, vous dire donc fonction obsolète, etc. Ça veut dire منعدمة القيمة. D'accord? Donc, il a été rendu obsolète par la mitochondrie. Donc, la mitochondrie, d'accord? La mitochondrie, au cours de l'évolution, les cellules ont avalé un prokaryote, une bactérie. D'accord? Et c'est pour ça que vous avez la mitochondrie qui est entourée par une double membrane. Hein. D'accord? Une double membrane. La membrane externe ressemble à la membrane plasmique, donc c'est une endocytose, hein, donc c'est la théorie de l'endosymbiotique, et vous avez la membrane interne de la mitochondrie qui ressemble à la membrane des bactéries. Hein. Il y a une théorie hein, qui dit que les cellules, quand elles ont, à un certain moment de l'évolution, elles ont rencontré certaines bactéries et ils les ont avalées, et cette mitochondrie a commencé à produire, à faire de la respiration, à produire, à utiliser l'oxygène, à produire de l'ATP nécessaire à la cellule. Après avoir avalé cette bactérie qui a donné la mitochondrie, le catalase a perdu son rôle. Hein, et il a perdu, donc il libère peu ou des fois pas d'énergie. Avant, c'était lui le chef qui produisait de l'ATP. Donc, c'est ce que je veux vous mettre en tête. Hein. Vous pouvez aller, si vous êtes intéressé, hein, sur Google ou Sciences Directes et rechercher donc la fonction du peroxysome au cours de l'évolution. Elle a donc été diminuée jusqu'à devenir presque mun'adima, donc presque absente. Alors la matrice, le peroxysome donc possède c'est un compartiment et l'intérieur est appelé matrice. Hein. La matrice du peroxysome contient une enzyme en très grande quantité. Hein. C'est l'uricase ou l'urate oxydase hein, qui oxyde, qui élimine donc l'acide urique. Elle est caractéristique des peroxysomes. Et cette urate oxydase, c'est elle qui donne le centre cristallin. C'est elle qui donne dans certains peroxysomes, vous avez cette région paracristalline. D'accord? Alors ce centre, il est caractéristique du peroxysome. C'est-à-dire, quand vous faites une observation en microscopie électronique, hein, si vous voyez dans une cellule des organites avec un petit carré cristallin, automatiquement, c'est des peroxysomes. Hein. Donc, c'est une façon de reconnaître donc, automatiquement le peroxysome. Alors, vous avez ici, regardez, un peroxysome, hein, et on voit hein, ce centre cristallin d'uricase. Hein, l'uricase, et ici, on vous met donc la membrane, hein, c'est la mosaïque fluide. Hein, regardez ici, c'est le phospholipide, d'accord? Phospholipide, etc. La bicouche, hein, la bicouche lipidique. Hein. On a représenté ici la bicouche lipidique. Ici, vous avez la matrice et ici, on est à l'intérieur du cytosol. Alors là, c'est le schéma de cette photo. Hein, ici, regardez ce centre paracristallin. Vous avez la membrane, hein, la membrane du peroxysome. Voilà. Finement granuleux. Hein, vous avez vu ici, c'est finement granuleux. Ici, c'est le cytosol. Hein. Beaucoup plus, il y a des ribosomes, ici on les voit, des petits points beaucoup plus foncés. Et là, on peut reconnaître, je vais vous mettre avec une autre couleur, hein. Il faut savoir comment lire les photos. Hein. Regardez, et ici, je vous ai entouré, voilà, ici on est dans un chloroplaste. On le voit, on le reconnaît par ces tables. Je vais effacer pour que vous puissiez voir le détail un petit peu. Voilà, regardez ici, c'est les thylakoïdes, hein. C'est la membrane du chloroplaste. Voilà, je continue, etc. Alors, ici, vous avez un autre schéma à droite. Vous avez la couche lipidique bilayer, ça veut dire bicouche. Hein, c'est la bicouche. Hein, et vous avez bien sûr la membrane plasmique et le centre paracristallin. Ici, la matrice. Alors, la forme, la taille, la géométrie du centre cristallin, est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'il est carré comme ça? Est-ce qu'il est rectangulaire, etc. Il est fonction de l'espèce et du tissu considéré. C'est-à-dire on peut trouver des différences entre les espèces et une espèce bien déterminée en fonction des
des cellules, on va trouver différents types, formes, tailles, géométrie. Hein. Il existe aussi des peroxysomes qui sont dépourvus de ces cristaux, où il n'y a pas d'uricase. D'accord? On peut trouver ça. Alors, chez les végétaux, les cristaux d'uricase, sont extrêmement géométriques. Hein, par exemple, ici, vous avez vu, regardez la taille et la forme, donc cubique, hein, est très grande chez les végétaux. On a cet exemple, d'accord? Cet exemple, voilà, cet exemple qui est bien déterminé. Alors, la membrane d'enveloppe des peroxysomes comporte de nombreuses protéines. Alors, il y a des perméases, hein, comme la membrane plasmique. Il y a des perméases qui vont participer à l'importation dans la matrice des métabolites, hein, et des protéines synthétisées dans le cytosol. On va trouver des perméases pour les métabolites qui vont être dégradés par les oxydases, hein, d'accord? Et nous avons des protéines donc synthétisées dans le cytosol qui sont importées et qui rentrent à l'intérieur du peroxysome. Alors, nous avons aussi des protéines membranaires qui participent aux premières étapes d'importation, hein, et nous avons donc les protéines de la membrane d'enveloppe ne sont pas glycosylées. Alors, il faut faire bien attention. Alors, on est dans la membrane, d'accord? Les protéines de la membrane de l'enveloppe des peroxysomes ne sont pas N-glycosylées, d'accord? Alors, il n'y a pas de revêtement à l'intérieur sucré. Alors, dans le schéma, on va voir les principales enzymes qu'il y a déjà. Donc, alors, la membrane dans l'enveloppe, on est dans cette partie-là, on est en train de discuter ça. Hein. Vous avez les peroxynes, ça veut dire les perméases, les protéines d'importation. D'accord? Les protéines d'importation, et vous avez les perméases ABC. D'accord? Bon, retenez le mot perméase. Puis, à l'intérieur, nous avons l'urate oxydase ou l'uricase qui n'existe pas chez l'homme. Hein. C'est très important, donc faites attention. Je vais vous mettre attention. Hein. Ceux qui ont passé le permis de conduire, hein, ils savent que ça veut dire attention. D'accord? Il n'existe pas, l'urate oxydase n'existe pas chez l'homme. Il existe chez le rat, etc. D'accord? Région, donc, l'uricase. Et au niveau de la matrice, hein, vous avez la catalase, on l'a dit tout à l'heure, vous avez les oxydases des acides gras à longue chaîne et vous avez les oxydases des acides aminés. Et la membrane développe un petit canalicule. On va voir que ce petit canalicule, ce tube, en vérité, il permet une communication avec les autres peroxysomes. C'est comme vous avez le Golgi tous les dictyosomes d'un appareil de Golgi communiquent. Là aussi, vous avez une communication entre les différents peroxysomes. Alors, la fonction de ces peroxysomes, c'est protéger la cellule, hein, contre la production du H2O2, du peroxyde d'hydrogène. D'accord? Le H2O2. On a dit, il est toxique. Alors, les peroxysomes, quand il fait les oxydations, quand il dégrade, quand il fait de l'oxydation, d'accord, il produit, hein, l'eau oxygénée. Et cette eau oxygénée, elle doit être éliminée. Elle va être éliminée par la catalase. Hein, donc, vous avez l'enzyme d'oxydation catalase qui va éliminer l'H2O2. Alors, la catalase va décomposer ce peroxyde d'hydrogène en une molécule d'oxygène et 2 molécules d'H2O. Alors, ici, on voit un schéma. Alors, les métabolites qui arrivent du cytosol vont passer par des perméases au niveau de la membrane. Donc là, vous avez des transports actifs. Hein. Regardez, il faut faire très attention. Ça peut être des questions. Donc, pour les questions, il faut préparer vos questions donc, et vos réponses pour l'examen, le contrôle numéro 2. D'accord? Ces perméases, c'est des transports actifs.
Hein, vous avez ici, regardez, la consommation, la déphosphorylation de l'ATP. Donc, les métabolites vont passer par les perméases à l'intérieur de la matrice et ils seront oxydés, présence d'oxygène, hein, d'accord? Et il y a production d'acétylcoenzyme A et donc d'autres métabolites, hein, donc, et production d'H2O2 comme métabolite, donc comme élément donc, intermédiaire. Cet H2O2, hein, par un phénomène de détoxification, puisqu'il est toxique, sera oxydé donc, par la catalase qui va donner, hein, 2 molécules d'eau. Alors, après avoir oxydé les métabolites qui rentrent par importation, ces métabolites seront exportés, hein, via, regardez toujours, via des perméases, hein, vers, hein, soit vers le chloroplaste, soit vers la mitochondrie. Hein, voilà, regardez. Et ce sont aussi des transports, hein, actifs, hein, très importants. Je vais mettre en rouge. Hein, vous avez, regardez, je vais mettre en rouge les flèches. Hein, c'est des transports actifs. Hein. Voilà, vous avez plusieurs transports qui ont besoin. Voilà. C'est pour ça que vous avez le contact avec les mitochondries. Alors, les métabolites en présence d'oxygène, ils seront oxydés en certains résidus avec production de H2O2. Alors, le H2O2 sera détoxifié de quelle manière? Par la catalase. Il y a un substrat qui est inclus dans la réaction qui va donner un résidu plus de l'eau. Ou encore, le H2O2 sera éliminé en présence d'eau, d'accord, et avec production d'oxygène et 2 molécules, d'accord, 2 molécules, donc H2O. Alors, le peroxysome, c'est le lieu où se fait la bêta-oxydation des acides gras à longue chaîne. Il arrive du cytosol, d'accord, qui sont transformés en acides gras à chaîne courte et en acétylcoenzyme A. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qui sont envoyés vers les mitochondries. D'accord? Voilà. Ça, c'est la première fonction qu'on a vue tout à l'heure. Les métabolites rentrent par les perméases, par transport actif dans le peroxysome et les oxydases vont oxyder, hein, ces acides gras à longue chaîne, hein, et en acides gras à courte chaîne et en acétylcoenzyme A qui vont aller passer dans le mitochondrie pour être intégrés dans le cycle de Krebs. Hein, d'accord? Et deuxièmement, les peroxysomes, c'est l'endroit où sont synthétisés les plasmalogènes. D'accord? Ce sont les PPL, les phospholipides, qui composent, qu'on trouve dans la myéline du neurone. Alors, qu'est-ce que c'est que la myéline? Vous avez le neurone, hein, avec son axone. Et les dendrites, c'est aussi des fibres, hein. Et vous avez donc la cellule de Schwann, une cellule qu'on trouve à côté du neurone, qui va venir et qui va entourer l'axone. De temps en temps, elle va entourer l'axone et elle va produire des lipides, hein, qui sont des isolants. Même chose pour les dendrites. Hein. Alors l'influx nerveux, quand il arrive, hein, d'accord, on va mettre l'influx nerveux. Alors l'influx nerveux, on va changer de couleur, on va mettre du vert. L'influx nerveux, quand il arrive, ou quand il est envoyé, quand il arrive, il vient à partir des dendrites. Quand il arrive près de la myéline, il va sauter. Il ne peut pas toucher la membrane plasmique. Il va sauter, ce qui fait, il va donc augmenter, sa vitesse sera augmentée. Même chose, quand la cellule va envoyer un ordre, une dépolarisation, cet influx nerveux va sauter, hein, comme un sportif, hein, hop, et cela va donner une vitesse donc de l'influx nerveux qui est très très élevé. D'accord? Alors ça peut aller jusqu'à 100 mètres par seconde. D'accord? Alors vous pouvez imaginer 100 mètres par seconde. Imaginez, vous avez 100 mètres et vous courez en 1 seconde. D'accord?
Ça, c'est la vitesse de l'influx nerveux dans votre cerveau. D'accord? Mais il y a des fibres nerveuses qui sont très bien myélinisées. Ça veut dire, regardez, ici, je vais vous mettre un axone, un deuxième axone. Alors, tout dépend de la couche, de l'épaisseur de la couche de myéline. Il y a des myélines qui sont comme ça. Je vous mets en 2D. Et il y a des fibres nerveuses avec des myélines qui sont beaucoup plus hautes. Hein? L'influx nerveux, il y a des fibres nerveuses qui transportent. L'influx nerveux, il va sauter légèrement. Hop, la vitesse, elle est moyenne. Par contre, il y a d'autres qui sautent très haut, qui vont. Donc, cette fibre, elles sont très rapides. Et ça peut arriver jusqu'à 100 mètres par seconde. Alors, imaginez une toute petite, quelques micromètres, et vous avez la vitesse de 100 mètres par seconde. Je voudrais que vous imaginiez ça. Alors, cette myéline qui est très importante, certains disent que, les scientifiques disent que quand vous avez une grande couche de myéline, vous êtes très intelligent. Ça veut dire que vous avez donc une rapidité donc, dans la solution des problèmes, etc., dans la réflexion, etc. Et certaines cellules possèdent, ou certaines personnes possèdent des fibres nerveuses avec une couche de myéline qui est moyenne. Ils disent que ce sont des gens qui sont un petit peu, donc, qui ne sont pas très intelligents. Donc ça, c'est entre guillemets, pour vous donner donc une idée sur l'importance de cette couche de myéline. Alors, les plasmalogènes, qui sont les phospholipides qui sont composés, qui se forment qui forment cette myéline au niveau du neurone, donc, sont synthétisés au niveau de ce peroxysome. Alors, le peroxysome va synthétiser, donc, il va être impliqué dans la synthèse d'enzymes matricielles, dans la synthèse des constituants, donc, de certains constituants de sels biliaires. Donc, c'est le lieu de synthèse du cholestérol et de ses dérivés. Au niveau du peroxysome se fait la détoxification, la détoxication. Les personnes qui boivent de l'alcool, l'alcool ingéré, l'éthanol, 50% de cet alcool, il est éliminé dans les peroxysomes. Cet alcool, il va donner de l'acétaldéhyde. Le reste, il est éliminé dans les poumons. D'accord? Il est éliminé dans les poumons. Alors, les gens qui sont donc qui boivent de l'alcool, etc., donc, font fonctionner beaucoup leur peroxysome. Donc, ils essaient donc d'éliminer donc cet alcool. Alors, le peroxysome se déplace grâce au cytosquelette. Il se déplace sur le cytosquelette. Rappelez-vous les petites séquences de films que je vous ai montrées, où il y a le mouvement. Vous les avez aussi en attache. Ils ont été envoyés dans la publication du module. Vous pouvez aller voir ça dans la cellule ou encore comment on attrape, par exemple, le coronavirus. Alors, il y a plein de cellules qui bougent et vous avez le cytosquelette qui bouge, etc. Donc, les peroxysomes, c'est un organisme qui se déplace. Le moyen de transport, comme la mitochondrie, etc., c'est le cytosquelette. La durée de vie d'un peroxysome est de 3 jours et demi. Il est tout le temps renouvelé. Et il est détruit, les anciens peroxysomes sont détruits par l'autophagie cellulaire. Alors ici, quelques photos que vous allez revoir en biochimie et en physiologie végétale. Donc, on ne va pas trop s'attarder ici. Donc, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, donc au niveau du peroxysome, se fait la bêta-oxydation des acides gras. Ça se fait chez les végétaux, d'accord? Alors, les triglycérides, ici, nous sommes dans un corps lipidique, un corps lipidique dans le cytosol, d'accord? Ici, dans le cytosol. Donc, il va donner des acides gras, fatty acides, des acides gras à longue chaîne qui vont passer dans le peroxysome et où se fera la bêta-oxydation qui va produire de l'acétylcoenzyme A. Ici, regardez, on est dans le glioxysome, dans les végétaux. Et dans ce cycle-là, vous avez production d'acide succinique qui va passer dans la mitochondrie. Et bien sûr, la mitochondrie,
va envoyer vers le cytosol l'acide malique, donc qui va après régénérer les sucres. Donc vous verrez ça donc après, donc c'est la production de sucre à partir des acides gras. Vous verrez ça en physiologie végétale après. Alors, dans le peroxysome, le glycolate, l'acide glycolique, est converti en glyoxylate et avec formation d'H2O2. Donc, vous avez ici, regardez, un peroxysome qui est collé à un chloroplaste et à une mitochondrie. Alors, le glyoxylate, donc il est formé avec régénération. Donc, ici, regardez. Alors, vous avez donc le chloroplaste qui va envoyer, je vais vous mettre la flèche, vous avez ici un transporteur. Donc, il va envoyer vers le peroxysome donc, un métabolite qui est le glycolate. D'accord? Et ce glycolate, l'acide glycolique, donc, va être donc, métabolisé, oxydé en glyoxylate, d'accord? Avec production de H2O2 qui sera éliminé après par la catalase. Puis cet acide glycoxylique sera transformé en acide aminé glycine qui sera envoyé vers la mitochondrie. Et là, dans la mitochondrie, donc, il y a génération de la sérine qui sera renvoyée. Donc tous ces mouvements-là, vous les verrez en biochimie. D'accord? Alors, ce que vous devez retenir ici, que le peroxysome, donc, il intervient dans le cycle de l'acide glyoxylique. D'accord? Et vous avez ce contact, ce rapprochement entre les trois organites qui permet donc ces échanges, entre les trois organites. D'accord? Alors, la sérine, elle est envoyée après vers le peroxysome. Puis après, vous avez donc l'acide glycérique qui est synthétisé, donc qui est envoyé vers le chloroplaste, puis qui est intégré dans le cycle de Kelvin, etc. Donc, vous avez donc par ces mouvements que vous voyez, autres que ça, donc ici, vous avez donc une participation du peroxysome dans la photorespiration qu'on va voir dans le chloroplaste après. Le peroxysome aussi va dégrader les bases azotées, donc il va dégrader les purines et il va aussi décomposer, donc on a dit tout à l'heure, donc le H2O2. Donc 5 fonctions principales. Donc vous avez la bêta-oxydation, la transformation des acides gras à chaîne longue en acides gras à chaîne courte et formation de l'acétylcoenzyme A. Vous avez participation dans le cycle de l'acide glyoxylique, ce qui va donner l'acide aminé glycine qui sera envoyé vers la mitochondrie. Donc, vous verrez ça en biochimie. Et il va participer à la photorespiration par la voie du glycolate, acide glycolate. Et il va donc dégrader les purines et il va décomposer donc le H2O2 toxique. Alors, quand on observe des photos isolées, on trouve que on observe au microscope ou sur ces photos, microscopie électronique, d'accord, le peroxysome isolé, d'accord. Alors, donc, le peroxysome peut soit se présenter donc isolé, soit en vérité où c'est un réseau qui est dynamique, d'accord, et d'un contenu variable. Alors, soit quand on fait des coupes, soit on observe des formes qui sont isolées, d'accord, avec leur région précristalline et des petites canalicule, mais quand on reconstitue dans l'espace, quand on rassemble toutes les coupes pour aller de 2D à 3 dimensions, pour reconstituer dans l'espace, pour voir le volume, on trouve que
que les peroxysomes sont en vérité en liaison, hein, que ces canalicules, hein, donc c'est en vérité donc un réseau qui est dynamique, hein, donc qui change tout le temps. D'accord? Vous avez cette reconstitution. Donc par exemple, si je prends un volume, je vais vous mettre, regardez, un cylindre, d'accord? Je vais couper ce cylindre. Je vais couper, je vais faire des coupes, hein? Je vais faire des coupes, hop, coupe, etc. Quand je prends la coupe 1, la coupe 2 seule, la 3 et la 4, la coupe 1, la coupe 2, la coupe 3 et la coupe, par exemple, 4, hein? Chacune isolée, je vais voir cette figure-là. Mais quand je vais les rassembler, parce que j'ai fait plusieurs coupes d'un même élément, je retrouve cette figure, hein, hein. Donc, quand je fais des coupes serrées, une série de coupes du même matériel, hein, je reconstitue l'image en 3D, hein, je trouve que c'est un réseau dynamique, c'est un réseau. Les peroxysomes sont en communication entre eux. Je retrouve cette liaison avec les autres. Alors, comment ces peroxysomes prennent naissance, hein, comment ils sont renouvelés? Alors, parce que c'est des membranes, hein, c'est des bicouches lipidiques, hein, donc il y a une région du RE, hein, une région de la membrane du réticulum endoplasmique qui va accumuler les lipides. Puis, elle va accumuler les protéines membranaires du peroxysome qui sont synthétisées, bien sûr, dans le cytosol. D'accord? Alors, les protéines arrivent du cytosol et les lipides du réticulum. Elle va se détacher, cette région de la membrane du RE va se détacher et va se transformer en peroxysome qui va recevoir d'autres protéines membranaires. Alors, vous voyez ici, moi, j'ai dans ma tête, hein, que ce scénario, d'accord? La recherche, elle est toujours en cours concernant l'origine du peroxysome. Alors, peut-être quand vous allez, dans le futur, vous allez chercher dans les articles ou peut-être vous allez tomber par hasard sur ces articles, vous pouvez trouver d'autres clarifications concernant ce mouvement-là. Regardez dans cette phrase, que dit l'article? Une région de la membrane du RE va accumuler les lipides. On est dans le réticulum endoplasmique. Puis, des membranes du peroxysome qui sont synthétisées du cytosol vont arriver vers cette membrane. D'accord? Cette région va se détacher, c'est-à-dire il y a un bourgeonnement, va se détacher et va donner un réseau du peroxysome qui va recevoir d'autres protéines. Voilà, vous avez cette figure-là. Voilà, donc nous sommes dans le réticulum endoplasmique. Bien sûr, ici, vous avez le réticulum qui va donner après le cis golgien. Je vais le représenter ici. Ça, c'est autre chose. Cette flèche veut dire la voie que vous connaissez. D'accord? Alors, cette région du réticulum, hein, une région de la membrane, on l'a un petit peu séparée. Hein, voilà, une extension du RE va produire, d'accord? Va produire des lipides spéciaux. D'accord? Et va recevoir, regardez, va recevoir des protéines membranaires du cytosol. Voilà, ça commence déjà ici. Hein, protéines membranaires. Regardez le changement. Hein, vous avez vu le changement de l'intérieur de la lumière. Hein, d'accord? Donc, des protéines membres, on est toujours dans les protéines membranaires. D'accord? Recevoir les protéines membranaires. Puis après, vous avez, après le détachement, vous avez hein, importation. Regardez ça, c'est la synthèse. On est dans le cytosol ici. Importation des protéines membranaires. D'accord? Et nous avons un réseau du peroxysome, hein, donc différent du réticulum maintenant, parce qu'il a reçu des membranes du cytosol. Et d'autres, regardez là, on s'arrête pour la membrane. Puis des protéines de la matrice, les oxydases, etc., catalases,
On a dit que le peroxysome ne possédait pas les ribosomes, donc il ne peut pas faire de la synthèse protéique. Tout est importé du cytosol pour la membrane et pour la matrice. À un certain niveau, quand il y a le réseau peroxysomal détaché du RE, les protéines de la matrice vont être importées. Et puis après, vous avez ce réseau qui va bourgeonner et va donner un peroxysome. Hein, et à un certain moment, le cytosol va produire la DRP, COP1. Cette DRP, c'est elle qui va permettre la division du peroxysome. Donc, vers la fin, ça c'est un peroxysome, si on peut dire adulte, hein, terminé, actif. À un certain moment, quand il devient un certain moment, disons, du temps où il existe, hein, il va recevoir, quand le moment est indiqué, il va recevoir la DRP1 COP1 et un complexe qui va lui permettre de se diviser. Alors, les protéines de la matrice, pardon, les protéines de la matrice, membranaire ou de la matrice sont synthétisées dans le cytosol et vous avez ici adressé. Rappelez-vous le mot adressage. Donc, c'est comme les lettres dans la grande poste. Hein? Les ouvriers, là, dans la poste, ils vont trier, hein, et envoyer vers les adresses les différentes lettres. Donc, l'adressage, donc, puis est adressé au peroxysome. Il est envoyé. L'adressage aussi se fait dans le cytosol. Hein. Bien sûr, dans le cytosol, vous avez toutes des ribosomes, donc ils vont synthétiser plusieurs protéines de différentes destinations. D'accord? Donc, adressées au peroxysome, donc, par des phénomènes donc, spéciaux. Alors, les protéines matricielles, pour être importées, elles sont reconnues par, hein, les transporteurs, les peroxines. Hein? Donc, ce sont des signaux qui ne sont pas clivés. Alors, on va terminer ce chapitre, hein, et commencer, il est encore 10 heures, hein, il reste encore 25 minutes, et on va donc enchaîner avec la mitochondrie. Donc, on va terminer ce chapitre des systèmes endomembranaires et du peroxysome par les maladies liées au peroxysome. Alors, rappelez-vous quand on a parlé du lysosome. Donc, le lysosome, c'est l'estomac de la cellule, hein, la membrane, elle est spéciale. Rappelez-vous les lampes 1 et les lampes 2, les glycoprotéines. D'accord? Alors, une chose très importante, je vais revenir en arrière. Hein, les protéines membranaires, regardez les protéines membranaires qui sont importées du cytosol, on a dit, elles ne sont pas glycosylées. Alors, on voit ici pourquoi. Parce qu'elles sont synthétisées dans le cytoplasme. Elles ne peuvent pas être glycosylées. D'accord? Elles ne peuvent pas être glycosylées. Hein? Les protéines glycosylées se trouvent soit vers l'extérieur, soit au niveau des lumières, du réticulum, du Golgi, du lysosome, etc. Donc, là, vous avez donc une information logique concernant donc, ces protéines membranaires. Alors, pour le lysosome, vous avez les lampes 1 et les lampes 2 qui protègent la membrane lysosomale de la lumière, qui possèdent des enzymes digestives. Alors, quand la membrane elle est détruite, toute la cellule, elle sera détruite. Donc, la maladie de la goutte, par exemple. Si, par exemple, une enzyme n'existe pas chez le lysosome, hein, on a vu que quand l'enzyme qui dégrade le glycogène, la glycogénase donc n'est pas fabriquée, hein, le gène il est absent au niveau de l'ADN, ou encore il y a une altération, hein, une mutation autre, hein, une altération au niveau de ce génome. Donc, le glycogène, il va s'accumuler, il va rester dans le lysosome. Et cela va donner donc des lysosomes qui sont surchargés par le substrat glycogène. C'est la même chose pour le peroxysome. D'accord?
Et cela va donner des maladies hein, héréditaires liées au métabolisme. D'accord? Alors, certaines maladies du peroxysome vont donner des pathologies, hein, des molécules complexes, d'accord, qui vont donner, hein, bon, 3-0, hein, je vais éliminer les choses qui sont un tout petit peu compliquées. Donc, ce sont des maladies, hein, pathologies liées à la surcharge, quand il y a accumulation, hein, accumulation de substrat dans le peroxysome. Donc, il y a aussi donc les désordres de la glycosylation des protéines et certaines maladies peroxysomiales. Alors, elles sont caractérisées par quoi ces maladies? Il y a ce qu'on peut voir sur la personne qui porte ces problèmes, hein, ces pathologies, il y a des traits, c'est-à-dire des observations de dysmorphiques hein, du crâne ou du visage, de la face ou du squelette. D'accord? Il y a aussi une atteinte au niveau du neurone, hein, rappelez-vous, hein, donc le neurone, donc vous rappelez-vous les plasmalogènes qui composent, ce sont les phospholipides hein, de la myéline. Quand il y a un problème, quand ils ne sont pas synthétisés, donc pas de myéline, donc problème neurologique. Donc, vous avez une hypotonie néonatale sévère. Le nouveau-né, donc, présente des problèmes. Hein. Il y a des encéphalopathies, des maladies de l'encéphale. Donc, la personne peut avoir des crises d'épilepsie, hein, des maladies neuropathiques, donc périphériques, c'est-à-dire des nerfs, hein, du système nerveux périphérique. Hein. On a aussi des problèmes au niveau de la marche, des leucodystrophies, hein, des changements de taille au niveau des leucocytes, etc. Alors, les pathologies peuvent donc toucher le système oculaire, la vision ou encore l'oreille, hein, la surdité. Donc, peut donner une atteinte oculaire oui, ou encore une surdité. Donc, il y a aussi des dysfonctionnements au niveau du foie, au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin. Donc, les problèmes au niveau donc de ces maladies héréditaires, hein, du métabolisme, vont donner aussi un retard du développement de l'individu. Alors, il y a donc 3 formes cliniques qu'on peut observer. Soit des atteintes néonatales, donc avant la naissance, hein, il y a des problèmes déjà pendant la gestation, soit des atteintes infantiles précoces, soit des atteintes qui sont beaucoup plus tardives hein, chez les personnes adultes. Alors, je vous ai rajouté ces photos où on peut voir ce qu'on a dit ici, le terme médical, hein, on a dit les dysmorphismes du crâne et de la face. Alors, nous avons ici, regardez donc la tête de ce bébé, ou encore là, c'est beaucoup plus prononcé, les yeux aussi, hein, la face aussi, donc, et vous avez regardé donc le crâne, on ne peut pas voir ici très très bien, mais il y a plusieurs problèmes au niveau des yeux, etc. Donc, vous avez donc cet effet-là, regardez le visage ici de cette fillette. Donc, il y a des problèmes donc, qui sont dus à des maladies liées au peroxysome.